Messieurs les ambassadeurs, présidents de l'association des amis de l'Institut hongrois, l'ancien et le nouveau, chers collègues croates, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs les participants à ce colloque, je suis très heureux de vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue ici à l'Institut hongrois pour parler d'un sujet qui nous préoccupe tous toujours. L'Europe centrale est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement curieux, tout le monde s'y intéresse, elle est un petit peu devenue un mythe aujourd'hui. C'est une région qui, comme vous le savez, est particulièrement complexe. Nous passons notre temps à discuter entre nous, à nous disputer, à nous réconcilier. Et je crois que tout cela fait partie de la vie et représente quelque chose qui, au bout du compte, débouche sur des aspects positifs. Nous sommes ici ce soir pour commémorer le 150e anniversaire de ce qu'on appelle le compromis austro-hongrois, qui date donc de 1867, qui a fait suite à une période assez difficile entre l'Autriche et la Hongrie. Et puis, au bout du compte, ces deux pays se sont dit qu'il valait peut-être la peine de se réconcilier, de créer un compromis qui n'a pas été facile, qui a fini par être signé, voici 150 ans, et qui finalement a produit beaucoup de bienfaits, tout au moins pour le côté hongrois. À partir de cette époque, le pays s'est énormément développé. Il a parti sur une phase de prospérité qui n'a été cassée qu'une cinquantaine d'années plus tard par la Première Guerre mondiale. Donc tout cela pour vous dire qu'il n'est pas inutile de réfléchir sur ce qui s'est passé il y a 150 ans, pourquoi des intérêts antagonistes ont pu un jour trouver un moyen de s'entendre. Je crois que si les intervenants, et j'en suis même certain, nous en persuaderont, il y a certainement peut-être des enseignements à en tirer dans la vie d'aujourd'hui. Par conséquent, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque, de vous souhaiter de le suivre avec grand intérêt. Et je remercie tout particulièrement les intervenants qui, chacun dans son domaine d'activité, ont accepté notre invitation et vont pouvoir nous présenter leur point de vue d'historien, puisque il est bien connu que les hommes politiques décident, mais les historiens étudient. Et ce que les historiens ont à nous dire est particulièrement précieux pour pouvoir se faire une idée des racines profondes des événements et d'en tirer toutes les conséquences que nous estimons utiles. Par conséquent, merci encore d'être là et la parole est à vous. Monsieur l'ambassadeur de Hongrie, messieurs les ambassadeurs, madame la chargée d'affaires de l'ambassade d'Autriche, mesdames et messieurs les intervenants de ce colloque, chers amis, mesdames et messieurs, moi aussi je suis heureux de faire cette introduction, et d'autant plus que ce colloque consacré au compromis de 1867 arrive, je dirais, à point nommé, pas seulement parce que c'est son 150e anniversaire. Et je tiens à ce propos à saluer tout particulièrement mon prédécesseur, François Nicoulot, ici présent, à la tête de l'association des Amis de l'Institut hongrois, et surtout Antoinette Daridan, qui, de par son histoire personnelle, avait à la fois la Hongrie, l'Autriche et la France, et évidemment, elle était toute désignée pour avoir cette initiative. Merci Antoinette. Le sujet est évidemment complexe, et je crois que, particulièrement ici en France, il est important qu'on en débatte, parce qu'il aura fallu attendre, je crois, de longues décennies avant que le compromis soit véritablement jugé à l'aune de sa vraie valeur.
il y a eu, ce serait faux de le nier, une sorte d'a priori spécifiquement français à l'encontre de ce compromis de 1867. Et il aura fallu attendre les travaux de Jacques Droz, de Victor Lucien Tapier, du professeur Bled, Catherine Aurel et tous les historiens ici présents pour que l'on voit, que l'on mesure exactement ce qu'a été la subtilité extraordinaire de cette horlogerie du compromis franco-hongrois, austro-hongrois. Voilà. J'ai beaucoup parlé de franco-hongrois, donc j'ai des réflexes qui reviennent. Et ce compromis austro-hongrois offre des caractères tout à fait étonnants, dont d'ailleurs il serait pas inutile que l'on s'en inspirât pour d'autres constructions, et je pense bien sûr à la construction européenne. Je remercie surtout Catherine Aurel, directrice de recherche au CNRS, d'avoir accepté de coordonner, d'assurer la coordination scientifique de ce colloque et d'avoir réuni cet éminent panel avec le professeur Bled, bien sûr, professeur émérite à la Sorbonne, le professeur Erwin Schmidl, spécialiste de l'histoire militaire de l'Autriche, l'ambassadeur Ivo Goldstein, qui est à la fois historien et ambassadeur de Croatie en France, et le professeur Gergely Romčić. L'important est de les écouter maintenant. Je les remercie en notre nom à tous. Je les remercie d'avance. Merci beaucoup. Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est effectivement une joie de voir déjà un si nombreux public qui a répondu à notre appel, à notre invitation pour écouter ces quelques interventions sur le compromis austro-hongrois de 1867. Auquel a fait suite, et je pense que peut-être parmi vous certains l'ignorent, un compromis hungaro-croate en 1868, et il nous a paru intéressant d'évoquer aussi cette signature du compromis entre la Hongrie et la Croatie, puisque ce compromis est venu compléter le dispositif dont on vient de parler. Donc un dispositif relativement compliqué. Nous n'allons pas vous accabler avec des détails juridiques extrêmement long. Ce que nous avons souhaité, c'est que chacun d'entre nous évoque, dans la mesure de sa spécialité, la signification, l'importance et peut-être l'évaluation qui a été faite du compromis. Dans l'historiographie récente, et notamment dans l'historiographie américaine, on s'est beaucoup mis à réfléchir à nouveau. Je dis à nouveau parce que ces historiens américains ont souvent oublié effectivement que nous avions eu en France des historiens qui avaient déjà réfléchi à cette notion de l'Empire à partir de l'Empire austro-hongrois. Les noms ont été évoqués par René Rudeau à l'instant. Et ce que montrent ces historiens américains qui réfléchissent ces derniers temps sur la notion d'empire et sur la capacité de l'Empire austro-hongrois à se renouveler, finalement, à se maintenir jusqu'en 1918, c'est notamment d'insister sur la flexibilité, peut-être, la malléabilité de certaines structures de l'Empire qui ont permis que, au gré des années et au gré des problèmes auxquels l'Empire a dû faire face, eh bien, ces structures ont montré qu'elles étaient potentiellement renouvelables, adaptables, et certains de nos collègues parlent même de la créativité de l'Empire et de ses élites administratives, bureaucratiques, juridiques, évidemment, pour cela. Ça m'irrite toujours un petit peu quand je lis tout ça, parce que moi, je me rappelle du début des années 90 et de l'initiative, à la fin des années 80, de l'initiative qu'avait prise le professeur Jean-Paul Bled pour réunir un groupe d'études de la monarchie des Habsbourg, dont le but était justement, entre autres, de travailler sur ces structures qui fondaient l'Empire. Et il y a eu une série de colloques qui sont publiés dans la revue Études danubiennes, que vous trouverez dans toute bonne bibliothèque universitaire, sur l'armée, sur la bureaucratie, sur les églises, sur la noblesse, sur toutes ces
composantes qui faisaient finalement non seulement la richesse, mais aussi qui étaient toutes ces institutions capables de gérer, de mener à bien les projets impériaux, que ce soit la modernisation des structures sociales, que ce soit la modernisation de l'économie, des transports, etc. Donc, je crois qu'on avait déjà commencé à montrer à cette époque que l'Empire n'était pas un homme malade du centre de l'Europe qui aurait été voué à disparaître, mais bien un organisme vivant et qui était sans cesse en train de se renouveler, de se perfectionner, tout en, évidemment, ayant ces problèmes, ces blocages qui pouvaient, par moments, donner l'impression que l'Empire ne parvenait pas, justement, à surmonter un certain nombre de problèmes. Mais, en tout cas, le spectre tout du moins le champ des possibles était beaucoup plus vaste que ce que certaines analyses ont voulu montrer, en montrant un empire voué à sa fin dès la signature du compromis, en fait. Et là-dedans, il y avait aussi tout un nombre d'analyses consistant à montrer que, tout était de la faute des Hongrois, et nous allons essayer de, ce soir, nuancer un petit peu ces opinions. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps, puisque je vais parler tout à l'heure moi-même. Je vais tout de suite donner la parole au professeur Jean-Paul Bled pour son intervention. Merci beaucoup. Alors, je regarde pour ne pas excéder les 20 minutes. Oui, cette affaire, du côté autrichien, comme du côté hongrois, vient de loin. Et on peut la faire commencer à l'avènement de François-Joseph, en décembre 1848. La relation, à ce moment, entre l'Autriche et la Hongrie est une relation conflictuelle. L'Autriche est engagée dans une guerre contre la révolution hongroise qui sera matée en partie avec l'appui de l'armée russe. Et après cette défaite, François-Joseph, Schwarzenberg, le prince Schwarzenberg, son Premier ministre, vont imposer à la Hongrie un régime qui va durer tout le temps de l'époque néo-absolutiste, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 50, tout début des années 60. Régime d'intégration, donc, à l'Empire, une Hongrie dépouillée de ses droits historique et ravalé au rang d'une province, donc traitée comme les autres composantes de la monarchie. Et la majorité des Hongrois se sent en dissidence morale par rapport à ce régime. Donc ce régime, il dure jusqu'en 1859-1860, le tournant venant de la guerre perdue par l'Autriche contre la coalition franco-piémontaise en 1859. C'est Magenta, Solferino, des victoires du côté français, des défaites du côté autrichien. Et comme c'est souvent le cas, la puissance vaincue et ses responsables, donc, en l'occurrence François-Joseph, sont amenés à s'interroger sur les causes de cette défaite. Est-ce que le régime qui a été en vigueur depuis l'écrasement de la Révolution, des révolutions, pas seulement de la Révolution hongroise, est-ce que ce régime ne porterait pas pour partie la responsabilité de cette défaite? Et François-Joseph va amorcer, au début des années 60, un
un mouvement de reconsidération de ses relations avec la Hongrie. Alors ça commence en octobre 1860 par un document qu'on appelle le diplôme d'octobre, octobre 1860. C'est le résultat d'un accord qu'il a conclu avec une partie de l'aristocratie hongroise, représentée notamment par le comte Tchétchène, Antal Tchétchène, qui est le père de ce diplôme d'octobre. Ce diplôme d'octobre n'instaure pas un régime constitutionnel dans la monarchie, mais revoit néanmoins les relations entre les différentes composantes, envisage la création d'un conseil d'empire, le Reichsrat, et ce qui est un élément intéressant, dès ce moment-là, il y a une idée qui est sous-tendue par une espèce de dualisme, parce que les composantes non hongroises de la monarchie siégeront dans un Reichsrat restreint, alors que les Hongrois, eh bien, s'ajouteraient à ce Reichsrat restreint pour former le Reichsrat intégral. Bon, ce système-là, système élaboré par Tchétchène et par une partie de l'aristocratie hongroise, ne va pas tenir, et il est remplacé, quelques mois plus tard, par un autre système incarné dans la patente de février 1861, qui est imaginé par une personnalité autrichienne, le baron Anton von Schmerling, et il marque également un pas vers une forme de dualisme, puisque on retrouve, sur le papier en tout cas, on retrouve ce Reichsrat à 2 étages, donc ce qui dit bien que la Hongrie doit avoir un statut particulier. Simplement, comme pour le diplôme d'octobre, cette patente de février, c'est un document octroyé par le pouvoir, par Vienne, sans que la Hongrie, sans que les élites hongroises aient été associées à l'élaboration de ce texte, ce qui fait que la Diète hongroise est celui qui incarne à ce moment-là la nation hongroise, je veux parler de Franz Deák, eh bien Deák rejette la patente de février, et ce rejet est suivi de la dissolution de la Diète. Bon, donc on retrouve à ce moment-là une situation de conflit. Et puis, en 1865, les choses commencent à évoluer, à tourner. 2 événements jalonnent cette année, 65. D'abord, un article de Deák dans le Pestinaplo, dans lequel il dessine les contours d'un possible compromis entre la Hongrie et l'Autriche. Possible compromis qui doit passer par le préalable de la reconnaissance de la souveraineté de la Hongrie, ce préalable acquis, la Hongrie est prête à reconnaître comme affaires communes les grandes affaires régaliennes, la diplomatie, la défense, qu'on appelle la guerre à l'époque. Donc, et ces affaires régaliennes, on leur donne un autre nom, les affaires pragmatiques, ça renvoie évidemment à la pragmatique sanction. Bien. 2 mois plus tard, François-Joseph se rend dans la capitale hongroise, et là, il tient un discours
qui montre qu'il n'est pas insensible à la déclaration de Déac. Par conséquent, on peut avoir le sentiment que les conditions d'un accord possible commencent à poindre. Et puis, c'est la guerre de 1866. Alors évidemment, on ne saura jamais ce qui serait passé si l'Autriche était sortie victorieuse de sa guerre avec la Prusse. Si ça avait été le cas, peut-être le processus engagé aurait-il été arrêté. Mais, chacun le sait, l'Autriche est battue à Sadova, et à partir de là, il est évident que la priorité pour François-Joseph, au lendemain de cette défaite, c'est la réorganisation interne de la monarchie. Alors là, il y a deux options possibles. Celle qui va être abandonnée, qui serait une fédéralisation de la monarchie. Elle est défendue par celui qui se trouve être, on va dire, le Premier ministre de l'époque, le comte Belcrédit, qui est une personnalité de Moravie. Donc c'est la première option. L'autre option, c'est celle d'une entente directe avec les responsables hongrois, en vue d'établissement d'un compromis, certes, un compromis fondé sur un système dualiste. Donc un système à deux têtes, Vienne et Budapest. Il y a une période d'hésitation entre ces deux voies, qui sont évidemment tout à fait différentes. Et finalement, François-Joseph va opter pour l'option du compromis avec la Hongrie, pour l'option du dualisme, et cela en partie sous l'influence de celui qu'il appelle au poste de ministre des Affaires étrangères, qui est le comte Beust. Beust, qui est un Saxon d'origine, qui a été ministre des Affaires étrangères de Saxe, qu'il était encore au début de la guerre de 1866, la Saxe ayant fait cause commune avec l'Autriche. Et au lendemain de cette guerre, eh bien, François-Joseph l'appelle pour prendre la direction de la diplomatie autrichienne. Et Beust parvient à convaincre François-Joseph que si on choisit la première option, ça va demander beaucoup de temps, parce qu'il va falloir concilier des intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents, donc il va falloir investir beaucoup de temps. Or, précisément, le temps, c'est ce dont la monarchie ne dispose pas. Il faut régler rapidement cette question de son organisation interne. En revanche, de l'autre côté, celui de l'entente directe avec la Hongrie, les choses peuvent aller vite. Parce qu'au fond, on a les bases d'un accord, bon, à peaufiner sans doute, mais les éléments de cet accord existent. Ils ont été déjà jetés dans le fameux article du Pestinaplo d'avril 1865, et donc on a là une base, et par conséquent, on peut aller vite. Et finalement, François-Joseph se rallie à cette analyse et va donc trancher en faveur de l'option du compromis et du dualisme, et les choses vont effectivement aller très vite, et ceci sera consacré, bien sûr, par la cérémonie du couronnement à Bude en juin 1867. Entre-temps, un gouvernement hongrois présidé par le comte Andrássy aura été mis en place en février 1867. Donc les choses sont allées très vite. Il faut dire aussi
que du côté autrichien, les libéraux qui représentent la majorité de la classe politique parmi les Austro-Allemands, ces libéraux qui au début pouvaient être réticents à l'égard d'une entente avec la Hongrie, s'y sont ralliés parce que ce système peut garantir une formule unitaire au sein de l'Autriche moins la Hongrie. Or, les libéraux austro-allemands sont favorables à cette solution qui réduit les droits, ou est supposée réduire les droits des autres nationalités non austro-allemandes, les Slaves, les Tchèques, les Polonais, les Italiens, etc. Donc, ces libéraux allemands, qui sont alors le groupe politique le plus important au sein de l'Autriche cislétane, est un élément qui va jouer aussi en faveur de la conclusion de ce compromis. Alors, en ce qui concerne François-Joseph, s'il a hésité en 1800, fin 66 et tout début 67, il va rester fidèle jusqu'au terme de sa vie à ce compromis. Il n'ignore pas qu'il peut avoir des défauts, mais il constate qu'il a mis un terme au conflit qui a miné les 20 premières années de son règne, le conflit avec la Hongrie, et qu'à partir du moment où il a mis fin à ce conflit, il a introduit pour l'ensemble de la monarchie une ère de stabilisation. Et c'est le premier mérite qu'il reconnaît à ce compromis, et encore une fois, il y restera fidèle jusqu'au bout. Ce qui ne veut pas dire que dans son entourage, il ne puisse y avoir des voix contradictoires, et on pense évidemment, mais plus tard, à l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône, qui lui sera extrêmement critique à l'endroit du compromis et du dualisme, et qui, au fond, s'inscrira dans la tradition qui est partie de Joseph II et qui s'est poursuivie avec Schwarzenberg, qui s'inscrit dans cette tradition. Alors peut-être un dernier mot, cela concerne le rôle possible, éventuel, de l'impératrice Élisabeth. Je vais dire quand même un mot, mais très court. Il y a une légende que chacun connaît, selon laquelle, eh bien, elle aurait joué un rôle majeur et qu'au fond, on lui devrait ce compromis. J'ai employé le terme de légende et je crois qu'effectivement, c'est une légende. Une belle légende, sans doute, mais une légende tout de même. Alors, c'est vrai que tout le monde connaît les sentiments qu'Élisabeth portait à la Hongrie, et Andrássy l'a appelé la providence de la Hongrie. Bon, ceci est un fait incontestable et incontesté. Mais de là à voir en elle l'inspiratrice, l'artisan du compromis, il y a un pas, je crois, il ne faut pas franchir. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le fait que Élisabeth ne cesse de harceler François-Joseph. Sur le plan politique, c'est assez rare, c'est le seul moment d'ailleurs où ça se produit. Elle le harcèle, et en fait, il ne lui cède pas. Par exemple, lorsque il s'agit de nommer ce ministre des Affaires étrangères, elle a l'homme qui convient,
c'est-à-dire le comte Andrassy. Et François-Joseph ne nomme pas Andrassy. À ce moment-là, il le nommera plus tard, quelques années plus tard. Mais à ce moment-là, il ne le nomme pas dans le poste de ministère étrangère. Il appelle Beust. Et à ce moment-là, Élisabeth est furieuse. Donc, reconnaissons, ayant les mérites d'Élisabeth, mais par rapport à la question qui nous concerne et nous intéresse aujourd'hui, ils sont relativement mineurs. Merci beaucoup. Alors les affaires communes ont été évoquées et il nous avait semblé intéressant dans ce panorama que nous essayons ce soir de dresser des institutions du compromis et du compromis dans son ensemble, d'évoquer l'une de ces affaires communes. Alors, nous avions donc la chance d'avoir un spécialiste d'histoire militaire francophone disponible et nous avons donc choisi, à défaut de vous parler des finances, ce qui n'aurait peut-être pas amusé beaucoup de monde, ou des affaires étrangères, mais qui ne posait pas problème, de choisir en plus l'une des affaires communes qui a généré entre l'Autriche et la Hongrie un certain nombre de tensions et qui a aussi été à la base du compromis hungaro-croate. Donc les choses étaient vraiment bien organisé sur ce point. Et donc, je vais maintenant donner la parole au docteur et conseiller aulique Erwin Schmiedl de l'Académie militaire de Vienne pour qu'il nous parle donc des affaires communes, de l'armée commune. Merci beaucoup. Ja, ich bleib da. Merci beaucoup, Catherine, de cette introduction. Merci beaucoup à l'Institut Augrad de m'avoir invité. Merci à Catherine d'avoir organisé ça. Et merci à vous de porter avec moi. C'est bien longtemps que j'ai appris le français. C'est pas vraiment pratiqué. Oui. Pour venir à l'armée austro-hongroise, le compromis de 1867, comme vous savez, à avoir quelques éléments communs. Ça veut dire c'était notamment le monarque, l'empereur, le roi, François-Joseph. C'était le principe de la inséparabilité et indivisibilité de l'Empire austro-hongrois. Ça veut dire c'était une union très remarquable, et pas seulement pour quelques jours. Et un autre point était la défense commune et mutuelle entre l'Autriche et la Hongrie. Et pour ça, il y avait comme institution commune l'armée commune. À part de ça, il y avait la politique des affaires étrangères commune et aussi un ministère commun des finances, mais seulement pour les finances militaires et les affaires étrangères, ça veut dire seulement pour les affaires communes. Je voudrais ajouter que le compromis a inclus quelques formules pas très concrètes, et c'est bien intéressant qu'il y avait que jusqu'à la fin de la monarchie, il y avait des juristes discutés sur plusieurs détails du compromis. Par exemple, il y avait deux théories, l'une, notamment en Hongrie, mais aussi en Autriche, c'était que le compromis a établi deux États séparés, deux États différents, unis mais séparés. Mais il y avait aussi une autre théorie selon laquelle il y avait en effet un troisième élément, un élément commun, pas seulement l'empereur roi, mais aussi les institutions communes, et notamment les deux délégations, la délégation autrichienne et la délégation hongroise, qui avaient une fonction de législatif. C'était une théorie pas très acceptée, mais ça vous donne une image
des détails quelquefois un peu difficiles et pas vraiment bien définis du compromis. Et un autre point en effet, c'était seulement en octobre 1915, ça veut dire pratiquement un demi-siècle après le compromis, que l'Autriche-Hongrie a enfin reçu les armoires propres. Ok, Catherine les va montrer. L'armée commune était établie en mars 1867, non, sans Amaury. Sans Amaury. Et dans les compromis était inclus la formule d'une armée hongroise. C'était toujours une demande des Hongrois d'avoir une propre armée hongroise. L'armée hongroise était une idée seulement, pas une réalité juridique. Ça veut dire que c'était la contribution hongroise à l'armée commune. Et c'était seulement vers le fin d'octobre 1918, le 31 octobre 18, qu'en effet cette idée d'une armée hongroise est devenue une réalité quand le gouvernement nouveau de l'Hongrie a révoqué les troupes hongroises des fronts. À part de ça, il y avait l'armée commune, il y avait la marine commune, mais pour donner à la Hongrie la possibilité d'avoir une force militaire, on créait la force territoriale, ça veut dire la Honved. Et pour des raisons de symétrie, on a créé aussi en Autriche la Landwehr. Ça veut dire aussi une force territoriale. Ce n'était pas sans problème parce que en Autriche, on avait l'idée qu'est-ce que se passe si, par exemple, les Tyroléens, les Polonais, voulaient aussi une force territoriale pour lui-même. Et en effet, il y avait des différences, des particularités pour, disons, le Tyrol et la Dalmatie en reconnaissant les particularités régionaux. Pour vous donner une image, les coûts, le budget fiscal pour l'armée commune avant la Première Guerre mondiale était 700 millions de kronen. Pour la marine, 200 millions, ça veut dire à peu près 20%. Et pour les deux Landwehren, pour la Landwehr et la Honved, c'était apparemment 100 millions de kronen. Ça veut dire 10% du budget militaire total. Pour les genres d'organisation, on doit noter aussi, Catherine va probablement dire plus de ça, que aussi les régiments de la frontière militaire étaient dissolus et la frontière, cette organisation de la frontière militaire était en effet intégrée dans le royaume hongrois et ça inclut aussi les contingents militaires. Une autre chose était notamment après 1878, avec l'occupation de la Bosnie, 3 ans plus tard, on a commencé à recruter des troupes en Bosnie, même que c'était un territoire ottoman. Et on a établi là aussi des régiments d'infanterie, enfin aussi un bataillon de chasseurs. Pour des raisons financières,
l'armée avait seulement a été basée sur la conscription générale, mais en effet, c'était seulement à peu près un quartier des hommes qui étaient vraiment recrutés comme soldats. Avant la Première Guerre mondiale, par exemple, il y avait à peu près 1 million des hommes obligés à se présenter pour la Stellung. Presque 20% ne sont pas du tout apparus. Plus de la moitié n'étaient pas capables de servir et seulement 260 000 hommes étaient vraiment recrutés. Un total d'1 million. Un problème pour l'armée autrichienne était toujours que la population et les régions, en effet, et les populations de l'Empire austro-hongrois étaient très diverses. Par exemple, dans la région de Vienne, la Basse-Autriche, il y avait apparemment presque 20% d'analphabètes vers la fin du siècle. Dans des autres régions, dans la Dalmatie, c'était presque 80% qui étaient analphabètes. Alors, c'était une diversité bien remarquable. Et à part de ça, on doit dire aussi que, notamment, il y avait plusieurs groupes de langues représentés dans l'armée. Il y avait 11 langues officiellement reconnues comme langues de régiment. Ça veut dire s'il y avait dans un régiment un pourcentage de 20%, la langue parlée par ce soldat était reconnue comme langue officielle du régiment. Ça veut dire qu'il y a en effet 3 niveaux de langue dans l'armée. La langue de commandement était uniquement allemand. Les langues de service étaient allemand pour l'armée commune et la Landwehr. Il était hongrois pour la Honved et il était croate pour les Domobranzen. Et ajouté à ça, il y avait la langue du régiment, ça veut dire la langue parlée par les soldats. Et il y avait à peu près 40% des régiments où il y avait seulement une langue officielle. Il y avait 50% des régiments où il y avait 2 langues et à peu près presque 10% où il y avait 3 langues officielles. Et la langue régimentale signifie que c'était la langue de communication entre les soldats et les officiers pendant l'entraînement et pendant les exercices. Et en effet, il y avait des régulations que les officiers doivent parler plus ou moins suffisamment la langue du régiment entre 3 ans. S'ils ne les parlaient pas, c'était une blockade d'avancement. En effet, on ne sait pas exactement où c'était arrangé dans les régiments parce qu'il n'existait pas de régulation concrète. La possibilité la plus vraisemblable est que, en effet, les soldats étaient rangés dans les compagnies, dans les bataillons, selon les langues pour faciliter la communication. En outre, les sous-officiers ont joué un rôle très important et on disait toujours que c'était notamment les sous-officiers juifs qui étaient fluents dans plusieurs langues. Et naturellement, on doit ajouter aussi que nous parlons des langues différentes maintenant, mais en effet, la majorité des gens à ce temps-là étaient capables de parler ou au moins comprendre pas seulement une langue. Alors, la communication était possible.
Néanmoins, on doit ajouter qu'un problème était qu'avec la conscription générale, selon les lois militaires de 1868, la période de servir était réduite à 2 à 3 ans de service permanent. Ça veut dire l'obligation était en effet 12 ans, qui était divisé comme 3 ans de service permanent dans l'armée, puis 7 ans de service dans les réserves, et puis 2 ans dans les réserves de la Landwehr ou la Onvet. Et seulement 10% des recrues ont été recrutés directement à la Landwehr, soit à la Landwehr, soit à la Onvet. Une autre chose qui était établie avec le compromis et la loi militaire de 68 était la création des officiers de réserve. Ça veut dire par la possibilité pour les personnes qui attendaient des lycées, des universités, de servir seulement 1 an comme volontaire avec des formations additionnelles pour en effet être promu comme officier de réserve et de servir dans cette fonction en cas de mobilisation. Peut-être on doit ajouter ici que pour la Hongrie, la création d'une armée hongroise, ça veut dire la Honved, était naturellement une question de prestige. Mais comme István Deák a démontré dans son livre sur les officiers, pour notamment l'aristocratie hongroise, c'était naturellement une question de prestige de servir pas dans la Honved, mais dans l'armée commune, parce que c'était vraiment l'armée respectée. Malgré ça, il y avait quelquefois le fait que le Parlement, soit en Autriche, soit en Hongrie, était plus prêt d'attribuer des budgets à la Landwehr et pas à l'armée commune. Et c'est pourquoi, pour quelques questions, les Landwehren ou la Honved étaient plus modernes que l'armée commune. Par exemple, c'était la donation avec des mitrailleuses était plus ample dans la Landwehr que dans l'armée commune avant la Première Guerre mondiale. Une chose que nous devons ajouter ici, naturellement, j'ai mentionné les différents groupes ethniques, groupes nationaux, et en effet, cette identification était faite par la langue parlée, pas des autres questions. Et même maintenant, nous ne savons pas comment c'était vraiment fait. Probablement, on a demandé aux soldats, quand ils entraient dans l'armée, quelle est la langue parlée à la maison. Et selon cette réponse, les statistiques ont été créées sur la composition ethnique de l'armée. Parce que l'Empire austro-hongrois était une entité multiethnique, multinationale, c'était pour l'empereur, mais aussi pour l'armée commune, un point d'avoir une identité pas nationale, mais supranationale. Ça veut dire une identité pour la monarchie totale et pas seulement pour une nationalité, une ethnicité. C'était contrairement aux plupart des autres pouvoirs en Europe à ce temps-là. Mais je pense que c'est aussi un peu une tradition qui
même maintenant, est une tradition positive de cette armée, malgré toutes ces fautes qui existaient aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis très, très déçue parce que j'avais préparé, j'avais envoyé des images à l'Institut, plusieurs images, plusieurs visuels qu'on aurait dû voir défiler pendant la soirée. Et on vient de me dire qu'ils ne sont pas sur l'ordinateur, c'est ça? Ah, d'accord. on va essayer de les récupérer parce qu'il y avait quelques images symbolisant justement le compromis et non pas seulement la fin de la monarchie que vous avez sous les yeux. Donc on va essayer de les récupérer, mais je vais quand même commencer mon propre exposé en passant donc au-delà des images. Alors donc, il m'incombe de parler un petit peu plus du cas de la Hongrie dans cet attelage du compromis. Et il est évident, comme l'a dit le professeur Bled tout à l'heure, qu'il faut revenir à 1848, c'est tout à fait clair, et se demander finalement si le compromis de 1867 c'est la victoire de 1848. Est-ce qu'on peut considérer finalement que le degré d'autonomie que la Hongrie acquiert par le compromis de 1867, c'est finalement la mise en pratique de ce qui avait été déjà octroyé par les lois constitutionnelles d'avril 1848 et qui donnait donc à la Hongrie une autonomie avec un gouvernement responsable, cette autonomie ayant pris fin, comme il a été dit tout à l'heure, durant la révolution de 1848, durant surtout ce que l'on a appelé la guerre d'indépendance de la Hongrie et qui rend caduques ces lois. Et donc, on aurait finalement la même chose que ce que Miklos Molnár a dit à propos de 1956, on aurait eu finalement la victoire d'une défaite, c'est-à-dire une défaite qui serait la défaite de Világos en août 1849, serait effacée finalement par le compromis de 1867. Alors, il y a bien entendu des raisons pour dire cela, hein. C'est voir que la Hongrie acquiert avec ah ben voilà, c'est formidable, avec le compromis de 1867, un statut donc d'autonomie qui lui permet en quelque sorte de créer son propre État-nation dans la partie qui lui revient. Et si l'on regarde cette réalisation, on s'aperçoit qu'on a à nouveau une alternance de ce que l'on appelle dans la tradition hongroise les labans et les kuruc. Bon, il y a beaucoup de gens ici dans cette salle qui savent de quoi je parle, d'autres non, donc je vais l'expliquer en deux petits mots. Traditionnellement, on regarde donc les croisés, hein, c'est l'origine du terme de kuruc, ceux qui sont des combattants pour la liberté, qui seraient donc des combattants pour l'indépendance nationale. Alors ça, c'est bien entendu une interprétation du 19e siècle, hein, c'est de l'anachronisme. Et les labans, qui seraient donc ceux qui se satisfont d'un compromis avec l'Autriche et qui seraient donc en quelque sorte au service de l'Autriche. Alors c'est résumé très simplement, mais on a évidemment en 1867 une analyse qui consiste à dire les labans sont gagnés parce que finalement on fait le compromis avec l'Autriche et tous ceux qui étaient les entre guillemets vrais révolutionnaires de 1848, les vrais kuruc, sont toujours du côté des vaincus et n'ont finalement pas obtenu ce pourquoi ils auraient lutté en 1848, c'est-à-dire la séparation des deux partenaires. Alors, cette opposition entre partisans du compromis
et indépendantiste, le terme n'est pas très bien choisi, mais en français on n'en a pas beaucoup d'autres, va marquer la vie politique hongroise qui suit la conclusion du compromis. Comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, Kossuth refuse de rentrer en Hongrie puisqu'il estime que le système qui a été mis en place par le compromis n'est pas un système qui est digne du pays. Et il n'est pas le seul, hein, il y a un certain nombre de participants de la révolution de 1848 qui choisissent de ne pas revenir dans le pays, malgré l'amnistie dont ils auraient pu bénéficier. Donc, on a en face de cela les hommes du compromis que Jean-Paul Bled a évoqué tout à l'heure, et on a parmi ces hommes du compromis un consensus tout à fait intéressant entre aristocrates, nobles et non nobles, qui fait que finalement, malgré l'intransigeance de ceux qui sont contre le système du compromis, l'essentiel du compromis est accepté par la population. Il y a un consensus extrêmement large pour l'acceptation du compromis. Ce qui ne veut pas dire que ça soit une acceptation enthousiaste. Malgré la sympathie déclarée de beaucoup de Hongrois envers Élisabeth, dont il a aussi été question tout à l'heure, on a bien davantage affaire à un mariage de raison que à un enthousiasme pour le système. Et c'est là que réside évidemment l'habileté de Deák et des autres hommes du compromis, hein, de toute cette génération qui est la génération de 1848. Et c'est ça qui est très intéressant, hein, c'est de voir, si on fait une prosopographie des hommes qui ont scellé le compromis, on voit que cette génération qui s'est décidée pour la coopération, qui a décidé que c'était dans l'intérêt de la Hongrie de suivre la proposition de François-Joseph, eh bien, ces hommes, ils vont progressivement s'effacer à partir de la fin des années 1870. Et comme souvent en Hongrie, on a un système générationnel, hein, des alternances générationnelles qui sont très très intéressantes. Et on va voir arriver sur la scène politique dans les années 1880 une toute autre génération de politiciens qui, tout en continuant à considérer que la Hongrie est mieux dans la structure du compromis que dans une opposition brutale, frontale, qui ne lui amènerait que des déboires, notamment sur le plan de la politique extérieure, et c'est ça l'un des éléments importants. Eh bien, il n'empêche qu'on voit arriver sur le terrain, sur la scène politique, une génération qui est beaucoup moins disposée à s'entendre avec François-Joseph, et on va continuer à maintenir cette stratégie du moindre mal à défaut de pouvoir proposer quelque chose d'autre. Et où on va aussi, bien entendu, prendre très bien en compte le fait que, comme on l'a dit également tout à l'heure, François-Joseph tient à la stabilité du système, eh bien, on va sans cesse donc essayer de profiter de cette situation. Sur le plan des équilibres extérieurs, c'est d'ailleurs aussi très intéressant à regarder. Erwin Schmidl a évoqué la Bosnie-Herzégovine tout à l'heure. La Hongrie n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de la conquête de la Bosnie-Herzégovine, qui lui amène à ses frontières méridionales encore plus de Slaves qu'elle n'en a déjà, et parmi eux des Slaves qui sont potentiellement déstabilisateurs de sa frontière méridionale, avec laquelle on a déjà eu des problèmes en 1848. Donc l'équilibre du système passe aussi par un équilibre de la politique extérieure de la monarchie, et c'est un élément intéressant. Alors, parmi les problèmes qui viennent gréver l'équilibre du compromis, il y en a de très nombreux. Le premier problème, c'est qu'il faut renégocier tous les 10 ans le compromis.
Donc, tous les 10 ans, les délégations, ce qu'on appelle les délégations, donc une délégation du Parlement autrichien, du Reichstag et une délégation de la Diète hongroise, négocient donc pour réévaluer la quote-part que les deux parties doivent payer au budget commun, et la Hongrie essaye toujours de ne pas voir sa quote-part trop augmentée afin de satisfaire, bien entendu, son opinion publique et les dépenses qu'elle veut elle-même engager. Alors, on a parlé tout à l'heure de la Rundwehr. Contrairement à ce que fait l'Autriche vis-à-vis de la Landwehr, qui est un petit peu le parent pauvre de l'armée, la Hongrie, elle, considère que la Rundwehr, c'est le patrimoine national, et c'est évidemment des héritages ancestraux, c'est la référence à 1848, ce qui est très ambigu évidemment par rapport à l'empereur, au roi, et puis avec des souvenirs encore plus anciens. Et la Hongrie cherche toujours à doter davantage, sur son propre budget, la Rundwehr par rapport à ce que l'Autriche fait pour la Landwehr. Donc finalement, il y a deux modèles qui s'opposent dans la gestion de cet ensemble, qui est, comme l'a dit Erwin Schmiedel, indivisibilitaire ac inséparabilitaire, mais que la Hongrie prend également pour elle, c'est-à-dire que son intégrité territoriale, à elle, Hongrie, est le bien suprême sur lequel il est impossible de négocier. Et c'est là qu'on voit à quel point les deux systèmes ont du mal à cohabiter. C'est qu'on a d'un côté un État dynastique qui s'est composé au cours des siècles de l'addition de ce qu'on appelle donc les Kronländer, les pays de la couronne, Kronländer qui ont été acquis par mariage, au départ par conquête, ensuite par mariage, par opportunité géopolitique, je fais référence ici au partage de la Pologne, etc. Et puis on a en face un pays, la Hongrie, qui se conçoit comme un État-nation et qui n'a absolument pas l'intention de se morceler. Donc, quand on parle de projet de fédération, on a forcément un énorme problème, puisqu'on a d'un côté un État dynastique qui potentiellement pourrait se fédéraliser si on donnait finalement aux Kronländer des autonomies plus larges que celles qu'ils n'ont déjà, parce qu'ils ont déjà des autonomies qui sont représentées par les diètes, etc. Mais on pourrait aller plus loin en donnant à l'intérieur de ces Kronländer des autonomies aux communautés nationales, aux groupes nationaux. Et puis, on a en face un pays pour qui l'idée même de fédéralisation, comme l'a dit Kossuth, est absurde. Bon. Donc, on va parler des Croates tout à l'heure, qui sont dans une position un petit peu différente, puisque là, on est dans une union personnelle. Donc, on aurait pu potentiellement faire quelque chose avec les Croates, alors qu'il est absolument inconcevable dans l'esprit des Hongrois de faire quelque chose avec les Slovaques, les Ruthènes, les Roumains et les Serbes. C'est inconcevable. Donc, on a une ambition intégratrice de la Hongrie qui consiste à dire le modèle que nous proposons, c'est le modèle d'État-nation, que nous avons pu renforcer grâce à la structure du compromis, bien entendu, puisque nous sommes en quelque sorte maîtres chez nous, nous avons tous les leviers du pouvoir, et donc notre modèle doit séduire les autres groupes nationaux du pays, auxquels nous ne renions pas leur existence, mais dont nous ambitionnons qu'ils adoptent la cause nationale, le modèle national hongrois, qu'ils y adhèrent et en gros qu'ils continuent à parler roumain chez eux s'ils veulent, mais que dans l'espace public, ils soient tous des Hongrois, à défaut d'être des Magyars. Donc, finalement, et que disent les hommes politiques hongrois quand ils voient les difficultés auxquelles l'Autriche est confrontée dans sa gestion justement de la question nationale? Ils disent, regardez, finalement, notre modèle n'est pas si mal que ça, puisque ça ne marche pas mieux en Autriche. Les problèmes germano-tchèques, les problèmes italo-slovènes, etc. Bon, finalement, notre modèle vaut très bien, vaut aussi bien ce modèle-là, et la structure du compromis renforce évidemment
dans l'esprit des Hongrois cette conviction que finalement le système qui est celui qui existe est le mieux. Donc un mot peut-être aussi sur l'attitude des Hongrois, alors des Hongrois, je généralise, mais envers François-Joseph. On voit très bien que là aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a un mariage de raison, hein, donc il y a un respect vis-à-vis du roi, c'est évident. Hein, il n'y a plus de révolution avant 1918. Hein, donc il y a un respect du souverain. Le souverain se rend très souvent en Hongrie. Hein, il y a là aussi de la part de François-Joseph un souci constant de se montrer en tant que roi de Hongrie. Tout le temps où il peut aussi faire ses voyages avec Élisabeth, et bien entendu, ça renforce l'image du couple royal en Hongrie. La figure de Rodolphe, ensuite, est très très bien perçue en Hongrie, où on le suppose favorable au pays. Mais toutefois, on voit dans les décennies qui suivent, hein, on voit, je dirais, un relâchement de l'attachement dynastique en Hongrie, un relâchement de l'attitude vis-à-vis du souverain. On garde le respect, on garde la déférence qui est due au souverain, mais il n'y a pas, comme dans d'autres pays de la monarchie, il n'y a pas une adhésion à la figure de François-Joseph. Je prends juste un exemple. Quand vous regardez tous les 18 août dans la presse hongroise et que vous regardez en regard n'importe quel journal de n'importe quelle ville de l'Autriche, dans n'importe quel journal de Brünn, de Lemberg, de Graz, enfin n'importe où, l'édition du 18 août, c'est l'empereur est en une. Hein. Il y a la photo de l'empereur, il y a les dates du règne, et il y a plusieurs pages dédiées à la famille impériale, dédiées au souverain. En Hongrie, il n'y a rien de tout ça. Ça passe en brève à la 3e ou 4e page du journal, et juste pour dire que voilà, ce matin, le régiment a donné un lobad, a donné un concert, on a illuminé les bâtiments publics, et c'est tout. Et on a éventuellement une deuxième brève pour mentionner qu'à Vienne aussi, il y a eu des illuminations, etc. Mais il n'y a pas, à de très très rares exceptions près, et ça essentiellement dans la presse allemande de Hongrie, alors par exemple à Temesvár, où là, quand il y a un anniversaire rond, soit du règne, hein, soit un jubilé, donc 1898-1908, soit l'anniversaire du souverain, hein, 1910 par exemple. Alors là, il y a une qui est consacrée à François-Joseph. Mais je dirais que dans le quotidien, dans l'habitude qui consiste à, dans la partie autrichienne, avoir une omniprésence de François-Joseph, c'est pas du tout le cas en Hongrie. Ce qui évidemment accréditerait le soupçon, la méfiance de ce que disent d'ailleurs beaucoup d'Autrichiens à l'époque envers la Hongrie, c'est que la Hongrie est potentiellement celle qui va donner le coup de poignard dans le dos à l'Autriche, et que les Hongrois sont potentiellement des faux frères et prêts à trahir, pas pour un plat de lentilles, mais pour un plat de goulash. Je pense que là, ça serait vraiment aller trop loin. Et on voit très bien, alors notamment au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, où là aussi, on avait imaginé que la Hongrie allait immédiatement tourner kazakh et ne pas suivre l'Autriche dans la guerre. Eh bien, c'est tout le contraire qui se produit. Les régiments hongrois
pour lesquels pourtant le gouvernement hongrois, enfin certains gouvernements hongrois avaient exigé que ces régiments hongrois aient la langue hongroise de commandement, ce que François-Joseph a toujours refusé, bien sûr. Eh bien, on voit que ces régiments hongrois, eh bien, non seulement ils se battent comme tout le monde, mais que parmi les derniers régiments qui sont sur le front au mois d'octobre 1918, il y a bien entendu un nombre considérable de régiments et de soldats hongrois. Donc, le compromis à l'épreuve de la Première Guerre mondiale montre qu'il tient. Et donc, un système qui pouvait être vu comme étant mal équilibré, avec un nombre de faiblesses considérables, montre que finalement, il était quand même très bien fait et qu'il était potentiellement, il pouvait potentiellement perdurer dans un avenir qui n'a pas été, bien entendu, celui qui est intervenu. Voilà, je m'arrête là. Et comme je me suis donné à moi-même la parole, eh bien je continue mon tour de table. Et on a parlé tout à l'heure en 2 secondes du compromis hungaro-croate. Et comme c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu, eh bien nous avons la chance d'avoir parmi nous un historien croate qui va nous dire aussi en quelques mots comment ce système tout à fait particulier a fonctionné. C'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, en tant que l'ambassadeur de Croatie, je ne parle pas ce soir. Je suis seulement l'historien de l'Université de Zagreb, spécialiste tout d'abord du XXe siècle, du Moyen-Âge au début de ma carrière. Alors, mais tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs. Tout d'abord, mon amie Catherine et monsieur le directeur, m'avoir invité à participer à ce colloque très intéressant. Il est important de souligner que cette invitation a aussi une logique assez claire. Comme Catherine a dit, à savoir, les Croates avaient le statut de peuple politique, soi-disant peuple politique, ensemble avec les Autrichiens et les Hongrois dans l'Empire. Il n'y avait pas aucune nation d'autre qui avait ce statut-là. Et alors, par conséquent, ce statut a nécessité soit un accord, soit un compromis entre les élites politiques hongroises et croates, afin de normaliser complètement la situation politique dans la période après le compromis austro-hongrois. Mais les relations entre la Croatie et la Hongrie sont très longues et complexes, et il faut les mettre dans un contexte plus vaste. Ce problème, comme professeur Bled a dit pour le problème austro-hongrois, vient de loin. On doit alors revenir en 1102, quand Colomban de la dynastie d'Arpad est devenu le roi couronné de Dalmatie et de la Croatie, c'est-à-dire la dynastie Arpad a hérité les droits des rois croates. Les pays croates, dans les siècles suivants, ont profité d'un haut niveau d'indépendance envers la dynastie. L'influence hongroise était plus forte au nord de la Croatie, alors appelée Slavonie, que dans les territoires du sud. Néanmoins, la Slavonie a été séparée de la Hongrie, tant territorialement que de point de vue organisationnel. Le gouverneur, soi-disant le ban, a été nommé par le roi. Le premier parlement, soi-disant sabor, de toute la Slavonie a été tenu en 1273 à Zagreb. La noblesse a voté diverses réglementations juridiques et a montré des ambitions de régner à côté du roi. Le ban a approuvé les conclusions de l'Assemblée. La victoire ottomane en 1526 sur l'armée hongroise à Mohacs a brisé la résistance de la noblesse hongroise. La plupart d'entre eux se sont ralliés avec le nouveau roi Ivan Zápolya, version croate, Zápolya János, version hongroise, qui était en même temps le protégé ottoman. D'autre part, la noblesse croate
a élu l'archiduc autrichien Ferdinand Habsbourg comme roi. À l'occasion de son élection, Ferdinand a promis d'honorer, confirmer et maintenir tous les droits et toutes les lois du royaume de la Croatie. Le problème fondamental de la Croatie, celui qui restera présent jusqu'à la chute de la monarchie en 1918, est apparu au début du XVIIIe siècle et s'est intensifié dans le temps. Alors, la question, comment préserver l'autonomie limitée entre la Hongrie et la cour de Habsbourg à Vienne? Une fois que la Hongrie a libéré la majeure partie de son territoire des Ottomans à la fin du XVIIe siècle, la noblesse hongroise a essayé d'apporter les lois de la Croatie dans la conformité avec ceux de la Hongrie et de supprimer l'autonomie croate. Vienne a essayé de rester neutre dans la lutte entre la Croatie et la Hongrie et de plaire aux deux côtés. En 1715, elle a garanti aux Croates le fait que l'Assemblée hongroise croate n'aura aucun pouvoir sur la législation croate interne. D'autre part, dans ses propres intérêts dynastiques, il a consenti en 8 ans après à la Diète hongroise de proclamer la Croatie comme une partie indivisible de la Hongrie. Pendant les décennies suivantes, la situation a changé. Les réformes, dans le cadre de l'absolutisme éclairé, ont menacé les positions de la noblesse croate, ce qui lui a fait rechercher sa sécurité dans les liens avec la noblesse hongroise. Ce processus a fini en 1719, quand la Croatie a été soumise à la chancellerie hongroise royale. Ceci a perduré jusqu'en 1848, quand les Hongrois ont commencé à considérer la Croatie seulement comme un pays soumis et pas un royaume allié, comme le côté croate a dit. Toutefois, l'élite politique croate a essayé de préserver autant d'indépendance que possible. À la session de l'Assemblée hongroise croate en 1790, le leader de la délégation croate, le ban croate Ivan Erdődy a dit, en latin bien sûr, à cette époque, regnum regno non prescribit leges. En traduction française, le royaume ne prescrit pas de loi à un autre royaume. En parlant des décennies suivantes, je vous présente seulement une image générale, évitant d'entrer dans une analyse détaillée. La Renaissance nationale croate a commencé dans les années 30 du 19e siècle. Les tensions sont devenues de plus en plus fortes. La question de la langue officielle se posait comme la question cruciale. La langue hongroise a été introduite comme l'obligatoire dans les écoles croates. La question de la langue est entrée dans son étape finale, plus irréconciliable en 1844, où les représentants croates ont quitté la session de l'Assemblée hongroise croate en signe de protestation, faute d'être autorisés à parler le latin au lieu de hongrois. Et voilà la question de la langue, on a déjà parlé quand on a parlé de l'armée. Pendant des élections dans le Comitat de Zagreb en juillet 1845, l'armée a dû rétablir l'ordre après que la violence a éclaté entre le parti pro-hongrois et le parti national croate. 22 personnes ont été tuées. Les victimes de juillet sont devenues la partie du mémoire historique national et ont de plus aigri des relations politiques. Les Croates et les autres nations de la monarchie des Habsbourg ont montré un grand enthousiasme pour la révolution hongroise quand elle a éclaté en 1848. Cependant, leurs leaders n'ont pas voulu sacrifier leur liberté nouvellement acquise de la domination allemande ou hongroise. Dans le cas de la Hongrie, non seulement les Croates étaient en question, mais aussi des Serbes, des Slovaques, des Roumains et des Ukrainiens. En ce moment, les rapports entre la Hongrie et la Croatie se sont situés pour la première fois dans le contexte de la politique moderne. Comme les Hongrois créaient des institutions modernes non féodales,
La même chose était faite par les Croates. Le Sabor croate, pour la première fois, a été convoqué selon la nouvelle loi électorale qui l'a transformé d'une assemblée féodale en un parlement moderne. Le ferment révolutionnaire en Hongrie n'a pas régressé dans les mois suivants en défendant la cour à Vienne, mais aussi les aspirations nationales croates. Le ban croate et officier de la frontière militaire de l'Empire, général Josip Jelačić, est entré en Hongrie avec ses troupes en septembre 1948. L'année suivante, la révolution hongroise est écrasée, notamment grâce aux armes autrichiennes et russes, mais si on peut dire que les activités de l'armée croate y ont aussi contribué. La conséquence de l'événement révolutionnaire en 1948-1949 était l'installation du système de Bach, nommé après le ministre de la Justice puis de l'Intérieur Alexander von Bach. On pourrait dire que ce régime réactionnaire et ce retour de conservatisme étaient imposés aux Hongrois comme la punition et aux Croates comme une récompense. À cette époque, on a dit souvent ça. La démocratisation dans les années 60 a donné l'espace pour discuter de vieux problèmes. Néanmoins, les relations hongro-croates ne menaient pas à un compromis, mais plutôt à nouvelles confrontations. Le conflit a déjà commencé au niveau symbolique. Par exemple, la statue de Jelačić sur la place centrale à Zagreb était construite en 1866, 7 ans après sa mort. Jelačić a été placé sur le cheval, commandant ses unités avec l'épée montrante le nord, vers la Hongrie. En discutant la nature des événements en 1102, les historiographies ont été confrontées à la question suivante. Comment a-t-il subjugé la Croatie ou est-il devenu le roi croate en raison de la volonté de la noblesse croate? De son côté, les Hongrois ont travaillé sur le projet de développement des réseaux ferroviaires en ne prenant pas en considération les exigences et les intérêts croates, etc., etc. Le compromis austro-hongrois en 1967 a créé une toute nouvelle situation pour la Croatie, en se divisant en deux parties, comme la carte a montré. La monarchie a divisé aussi les soi-disant terres croates entre elles. La Croatie et Slavonie, les pays au nord, se sont soumises sur la Hongrie, Dalmatie et Istrie sur l'Autriche. La nouvelle situation a appelé aux négociations entre la Hongrie et la Croatie aussi. Alors, les Hongrois ont revendiqué l'intégrité du royaume de Hongrie avec une autonomie très limitée prévue pour les Croates. Les Croates ont exigé une large autonomie avec les éléments étatiques. En 1967, les représentants croates n'ont pas assisté au couronnement de François-Joseph comme roi de la Hongrie parce qu'ils ont considéré que cela ne les regardait pas dans le sens formel et légal. Les représentants croates, les membres du Parti national, sont entrés dans les négociations avec la Hongrie dans un état d'esprit très pragmatique, voulant principalement parvenir à un compromis dès que possible. C'était dans cette situation, à la fin de 1967, que le nouveau ban Levin Rauch a imposé des élections avec le soutien plein de la cour impériale. Le parti pro-hongrois, soi-disant les unionistes, ont gagné 52 des élus contre 14 élus du côté du Parti national, et a accepté l'organisation dualiste de la monarchie d'Habsbourg et a proclamé l'unité nationale. Les élus du Parti national sont retirés de Sabor et en 1968, les unionistes et les Hongrois ont signé le compromis hongaro-croate qui a défini la position constitutionnelle de la Croatie jusqu'en 1818. La Croatie du Nord-Ouest et la Slavonie ont gardé le contrôle des affaires qui étaient dans leurs attributions depuis 1961. Alors, les affaires intérieures, le pouvoir judiciaire, l'enseignement et la religion. Les Croates ont atteint le statut d'une nation politique en Hongrie avec laquelle ils ont formé un État uni.
Les Hongrois ont reconnu l'intégrité territoriale de toutes les terres croates, y compris celles appartenant à l'Autriche, la Dalmatie, l'Istrie, et ont promis de soutenir de l'unification que jamais se passait. La Croatie a dû contribuer à une somme fixe pour les dépenses de l'État commun, la Hongrie, et une part pour les dépenses communes de toute l'Autriche-Hongrie. La dépendance à l'Hongrie a été aussi exprimée par le fait que l'empereur a nommé le ban croate, proposé et approuvé par le premier ministre hongrois. Le gouvernement à Vienne a nommé le ministre pour la Croatie, Slavonie, Dalmatie, qui était responsable devant la diète hongroise et non devant le sabord croate. La Croatie a obtenu le droit d'avoir 5 délégués dans la délégation hongroise pour résoudre les problèmes qui ont surgi dans des affaires communes avec l'Autriche, mais ils ont été élus par la diète hongroise. Le statut de port de Rijeka est resté non résolu. Aux négociations postérieures, il a été reconnu comme appartenant légalement à la Croatie, mais elle était en réalité sous l'ingérence du gouvernement hongrois. Bien qu'il ait inclus quelques avantage indiscutable, le compromis rend la Croatie financièrement dépendante de la Hongrie et le ban croate était subordonné au premier ministre hongrois. Ceci a signifié que toutes les affaires économiques et financières, d'impôts, le secteur bancaire et le chemin de fer étaient communs. Il existait un grand mécontentement en Croatie après la signature de compromis. En espérant diminuer la tension, l'empereur François-Joseph a visité Zagreb au début de 1969. Il a approuvé la fondation de l'université moderne et a proclamé d'autres décisions en faveur de Croatie. De cette façon, il a voulu montrer que le progrès scientifique, culturel, politique était possible même dans le cadre de l'autonomie installée par le compromis. Mais l'empereur n'a pas réussi. Dans la vague de mécontentement général, le Parti national a largement battu les unionistes aux élections en 1971, 51 sièges comparés aux 13 pour les unionistes. Suite à la victoire, le Parti national a proclamé le compromis non valable. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme les gens avaient espéré. La pression a augmenté. Les Hongrois ont imposé le nouveau ban, Antun Vakanovic, qui a exigé que les fonctionnaires signent qu'ils allaient voter pour les unionistes. Le gouvernement a utilisé des documents falsifiés pour accuser le Parti national de coopération perfide avec les Tchèques, avec les Russes, avec les Serbes, même avec des exils hongrois autour de Kossuth Lajos. Malgré ceci, aux élections en 1972, le Parti national a gagné une majorité de sièges de nouveau. Les négociations alors ont commencé sur la révision de compromis. Après de longues tractations, en automne de 1973, le compromis hungaro-croate révisé a été signé. La Croatie a réussi à avoir la somme fixe qu'il a dû donner, ce qu'il a annulé des dispositions de compromis de 1968. Au lieu de cela, 55% des revenus de la Croatie du Nord-Ouest et de la Slavonie devaient aller au Trésor d'État, tandis que 45% restants sont allés financer des affaires autonomes. Beaucoup de monde a considéré que la Croatie s'était contentée de trop peu, y compris la figure centrale de l'histoire croate de cette époque, l'évêque Josip Juraj Strossmayer, qui s'est retiré de la vie politique. Une des conséquences du compromis révisé était l'élection de Ivan Mažuranić comme le premier ban non noble en Croatie. Les événements au cours des prochaines décennies étaient le mélange d'un développement économique rapide et intense et des rapports tendus nationaux qui n'ont pas cessé. La dissolution de la monarchie en 1918 a mené la partition logique entre les Hongrois et les Croates, malgré les 800 ans de l'histoire commune. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer par-dessus la Première Guerre mondiale, justement, et s'interroger sur ce qu'il reste du compromis, de son évaluation, de son éventuelle critique, dénigrement ou exaltation après 1918. Et pour ce faire, je vais donc passer la parole à Romšić Gergely, qui va nous présenter sa contribution. C'est facile de passer à devant. Voyons si je réussis à trouver, en fait, la présentation. Et voilà. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur d'être ici. Je vais raconter une histoire personnelle tout courte. Quand j'étais là à Paris en 2001, je travaillais sur mon master et je passais beaucoup de temps dans des bibliothèques. C'était là, je ne savais pas à ce temps-là, mais c'était dans un très bon moment, un moment opportun, parce que c'était juste quand votre recherche, celle du professeur Bled à Strasbourg, mais aussi du professeur Aurel, était déjà disponible. Et mon sujet, c'était la chute de l'Autriche-Hongrie dans l'historiographie française. Alors, il y avait un chapitre tout nouveau à la fin pour moi à écrire. Et maintenant, je vais retourner à mon sujet à ce moment, qui est l'évolution du compromis, l'évaluation du compromis dans l'historiographie hongroise pendant l'entre-deux-guerres. Et pour préparer, disons, les environnements psychologiques de ce moment, imaginez avec moi, s'il vous plaît, que vous êtes à la fin de la Première Guerre mondiale, après le traité, le paix de Trianon. C'est un bouleversement total, comme par exemple après les partitions de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle ou la chute de Yougoslavie. Et dans ce moment, évidemment, il y a une fort demande sociale pour une révisite, pour une réinterprétation du passé en général, mais aussi surtout du système précédent. Et le système précédent, c'est le système de dualisme fondé sur le compromis. Alors, le compromis, les jugements sur le compromis tenaient une position centrale dans l'époque. Rappelons pour un moment que l'évaluation du compromis austro-hongrois de 1867 a divisé même les contemporains. Les supporters de compromis, dont celui Ferenc Deák, qui était un ministère libéral pendant la Révolution de 1948, ont considéré que l'indépendance et l'intégrité de l'État hongrois multinational sont directement menacées par la naissance des nouveaux pays hérédants, ainsi que par les éveils des nationalités, dont aussi professeur Goldstein vient de parler. En cas d'une crise, la Hongrie toute seule ne peut pas se défendre. C'était la conclusion de Deák. Par conséquent, la Hongrie doit se réconcilier et trouver un modus vivendi avec les Habsbourg pour profiter des effets bénéfiques de la protection d'un empire contre les ennemis intérieurs et extérieurs. C'est la plateforme réaliste. Les partisans de l'opposition, premièrement Lajos Kossuth, dans son émigration, ont considéré le compromis comme une décision fatale et catastrophique. Ils pensaient que l'empire d'Habsbourg était un anachronisme en train de se dissoudre et que, par conséquent, la chute de l'empire va entraîner la chute de la Hongrie historique.
La chute, en fait, de l'Autriche-Hongrie et la dissolution de la Hongrie historique sanctionnée par le traité de Trianon était alors le choc historique qui nécessitait cette réévaluation profonde. Le récit conservateur avait comme origo, j'essaie d'être un peu plus rapide comme prévu, le récit conservateur avait comme origo le livre Trois générations, ou Három nemzedék, par l'historien Gyula Szegfű. L'histoire des dernières trois générations entre 1820 et 1920, interprétée par Szegfű, représente la période du libéralisme, certes, mais aussi une période de déclin caractérisée par l'adaptation et le poursuite du libéralisme sans critique et la démagogie nationale. Ces erreurs ont conduit à la première catastrophe dans la lecture, dans l'interprétation de Szegfű, la révolution de 1848, qui était suivie, selon Szegfű, par le compromis comme une expériment de, en fait, restaurer un modus vivendi. Les meilleurs de la première génération des libéraux, notamment Ferenc Deák, selon Szegfű, ont proposé le compromis à l'empereur pour éviter la nouvelle catastrophe. Et pour Szegfű, et aussi pour l'établissement du régime Horthy, en général, la chute de la Hongrie n'était une conséquence du compromis, mais en fait une conséquence juste des dernières années à la fin de la guerre mondiale, c'est-à-dire une conséquence des deux révolutions, celle de comte Károly et celle de Béla Kun, les radicaux suivis par les communistes. Alors, Szegfű proposait que la génération troisième, la génération à la fin du dualisme, bien sûr, faisait des fautes, s'engageant dans une politique aride des slogans nationalistes, pendant que les nouveaux radicaux affaiblissant l'État et la société par leurs efforts mobilisatrices. Cette crise permanente inspira, dans son tour, les dirigeants des nationalités à réclamer plus que l'autonomie territoriale et politique. Pris ensemble, ils conduisaient à la décomposition de la Hongrie historique, qui était facilitée par les deux révolutions. L'interprétation de Szegfű devenait canonique très vite pour le régime Horthy. L'idée la plus importante dans le discours de légitimation du régime était en fait la culpabilité des mouvements révolutionnaires de 1918 et 1919. Par conséquent, le compromis dans l'historiographie académique ne paraissait jamais comme cause directe de la dissolution de l'État historique. Les sillons des anciens historiens Kuruz, et merci pour sauver de temps pour moi, je ne vais pas expliquer. Alors, les sillons des anciens historiens Kuruz, c'est-à-dire indépendantistes, critiquaient le compromis comme perpétuant, c'est vrai, l'influence Habsbourg, mais pas comme la choix historique entre une alliance dynastique et son alternative danubienne. Parce que, bien sûr, dans la tradition Kuruz, qui était la tradition de Kossuth et qui était une tradition maziniste à l'origine, la choix fondamentale était entre une alliance avec les Allemands, dans le fond des Habsbourg, mais peut-être aussi avec le Parlement de Francfort, ou bien une confédération avec les peuples slaves et les Roumains dans la région danubienne. Et Kossuth, à son tour, a opposé le compromis comme un mauvais choix, un choix pour la dynastie et contre les peuples danubiens. Ici, c'est
ces adhérents, ces historiens qui ont fait une véritable héros de Kossuth, ont arrêté avec leur adulation de Kossuth à ce moment. Ils n'ont pas fait la dernière étape parce que tel criticisme, c'est-à-dire répéter le criticisme de Kossuth vis-à-vis le compromis, aurait eu la conclusion que le compromis historique représenta la décision qui, 50 ans plus tard, s'acheva dans la chute de l'ordre dualiste. L'arch ennemi de Sekfu parmi les historiens, par exemple, Elémir Maius, se contentait de réunir les axiomes de Volksgeschichte et de Volkswissenschaft, même le trope de la Volkskampf, la lutte des peuples, compris comme état naturel avec la valorisation du compromis. La position de Sekfu et des autres conservateurs sur le compromis restait dominante dans l'ère d'Horthy. Maius, il essayait de réinstaller Kossuth, par exemple, comme un leader de folk, comme un leader de peuple, mais même lui admettait que 20 ans après la Révolution, en 1867, le compromis était l'optimum pour, et c'est la grande différence, l'Empire hongrois. C'est-à-dire, ces adhérents de Kossuth ont devenu des impérialistes, même après la chute de l'Empire hongrois. C'est-à-dire, ce dont je parle, c'est en fait l'oubli collectif de la vision maziniste de Kossuth et des autres comme de Laszlo Teleki, les gardant, ces révolutionnaires, les gardant dans la mémoire comme des libéraux nationalistes sans leur internationalisme inspiré par les idées de Mazzini. Après Trianon, dans le nouvel pays, l'idée des alliances avec les États successeurs manquait toute ère de réalité, évidemment. Alors, ce que Kossuth voulait, tourner vers nos voisins slaves. Après Trianon, c'est un peu plus difficile. Et en plus, il y a le mémoire des décennies dualistes triomphantes de maďarisation et de développement national qui exerçaient aussi une forte attraction dans la société. Ces deux facteurs justifiaient dans les yeux des intellectuels et des politiciens hongrois de l'entre-deux-guerres la Shoah de Deák. Alors, je vais, après cette introduction de, disons, le canon, expliquer pourquoi il y avait vraiment assez petit cercle de gens qui ont critiqué le compromis. Les libéraux, comme Hugo Ignotus, ancien rédacteur en chef de Nyugat, de l'Ouest, le plus important journal littéraire en Hongrie, étant juif, d'origine juive, très hongrois. Bien sûr, dans l'ère Horthy, pendant souffrant des lois antisémitiques, comme des autres juifs intellectuels, voulaient conjurer en fait le mémoire de dualisme et de compromis en espérant un retour au libéralisme hongrois émancipateur vis-à-vis les juifs. Alors, beaucoup de libéraux, comme Ignotus, aussi valorisaient le compromis, même si, d'une autre façon, dans des autres perspectives, leur politique libérale était opposée à ceux de Tisza, le premier ministre le plus fameux de l'ère dualiste. Et pour cette raison, en fait, le vrai critique, pour cette raison, le vrai critique de compromis venait à l'époque des auteurs ni académiques ni appartenant à l'établissement. C'étaient les écrivains dits plébéens ou populistes, disons les narodniki hongrois d'entre-deux-guerres, qui ont identifié le compromis comme le moment décisif qui configurait l'histoire des décennies après.
Leur récit réunissait deux éléments d'opposition à l'idée du compromis. D'un côté, ces écrivains regardant le compromis comme ouvrant la porte avant la pénétration allemande et juive, alors antinationale, achevant l'idée des Habsbourg pour triompher sur ces Magyars rébellieux. De l'autre côté, ils considéraient le gentry hongrois comme des compradors, une élite locale qui entre dans une alliance avec des pouvoirs externes pour garder leur influence. Ces deux tendances, c'est-à-dire une chauviniste et une émancipatrice ou réformiste sociale, sont présentes dans la plupart des ouvrages des écrivains plébéiens de l'entre-deux-guerres, même si parfois l'une est dominante, parfois l'autre. Parmi ces écrivains, il y avait des quasi-fascistes et aussi bien des quasi-socialistes. Ce mouvement populaire a critiqué gravement le compromis et le régime politique du dualisme. Séparé par Secfu, rappelons-nous, le compromis et les décennies après apparaissaient comme unité organique. Desjeux Sabot, précurseur quasi des écrivains plébéiens, a qualifié plusieurs fois l'année de 1867 comme fatale ou l'année de mort qui opposait les Hongrois contre le développement autonome d'eux-mêmes et ceux des nationalités avec lesquelles ils ont partagé un destin commun danubien dans l'histoire. Je crois que je dois... Non, j'ai encore combien de minutes? 5? Non, merci bien. Alors, on retourne alors aux populistes. Et ça me donne l'opportunité de citer Sabot. Selon lui, le compromis a rendu possible les nations étrangères de construire leur avenir sur les corps des Hongrois. Cependant, il écrit, les historiens, Secfu, Maius et des autres, corrompus par le système, ont glorifié Ferenc Deák comme le Jésus-Christ beauté hongrois et ils ont considéré le compromis ainsi que la dynastie comme le seul chemin de rédemption. Cette orthodoxie contre laquelle les écrivains populistes plébéiens voulaient poser leur récit historique. Et cette lecture, en fait, s'applique également aux autres écrivains de mouvement populaire, ainsi que Géza Féja, János Kodolányi, Péter Veres, et surtout László Németh, qui était l'idéologue de la troisième voie, le plus inventif et le plus important dans ce période en Hongrie. Dans ces deux écrits, très fameux, En minorité et Gyula Secfu, nommé après Secfu Gyula, surprise, Németh a retracé le déclin originalement diagnostiqué par Secfu, mais il disait que c'était pas en fait vers la fin du 19e siècle, mais déjà au début du 18e siècle, parce que c'est le moment où commence la pénétration Habsbourg et la pénétration allemande des Juifs de la Hongrie. Selon lui, le compromis et la consommation, en fait, de cette pénétration par des intérêts étrangers et l'année 1867, je cite, est un piège moral sans évacuation. Les Hongrois, je cite encore, les Hongrois ont attaché leur avenir à un empire moribond ou agonisant. Nous savons très bien que l'histoire a rendu ces débats pendant l'entre-deux-guerres purement théoriques, avec une exception. Comme conclusion, ou en lieu d'une conclusion propre, je vais mentionner quelques intellectuels inconnus pendant l'entre-deux-guerres, mais très importants après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des communistes. Et ça explique la logique. Le communiste József Révai, qui habitait à Moscou depuis la chute de la commune hongroise, c'est-à-dire depuis 1919, représentait une tendance particulière où
d'une façon d'un marxisme-léninisme vraiment doctrinaire. Et il a proposé, déjà en 1932, dans une vaste étude, Marx et la Révolution hongroise, que, en fait, le radicalisme national de Kossuth pendant la Révolution était prématuré, était trop tôt, selon lui, entre la réaction Habsbourg et aristocrate et le radicalisme de Kossuth, le bloc de la noblesse et la bourgeoisie était une nouvelle voie médiane et opportune en 1867. Rappelons ici la théorie de Marx sur la lutte des classes. Il a considéré le compromis jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même s'il a apporté les réponses antidémocratiques aux problèmes, comme un consensus inévitable à cause de la dialectique dans l'histoire, inévitable et historiquement justifié dans la situation du pays. Celle de Réveil, on peut appeler, la position de Réveil, on peut citer comme la position scientifique marxiste-léniniste. Mais ce qui est scientifique est très souvent pas trop expédient dans des affaires politiques. Et les communistes, comme nouveaux seigneurs du pays après 1948, étaient des politiciens, les aussi. Ils savaient de se débarrasser de ces théories de Réveil, qui était en même temps un très haut fonctionnaire communiste. Mais Réveil, le jeune historien dogmatique, était déjà dans les ombres. Très vite, la partie communiste adoptait l'évaluation du compromis proposée par Oladar Mód, un historien politicien jeune du mouvement communiste hongrois, qui a tout simplement traduit le récit indépendantiste, le récit Kuruc de l'histoire de la Hongrie, dans un discours communiste. Dans son livre écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, 400 ans de lutte pour la Hongrie autonome ou indépendante, paru en 1943, il proposait que, en fait, les adversaires du peuple, à travers des siècles, cherchant des accommodations avec la réaction, c'est-à-dire la dynastie Habsbourg. Dans son perspective binaire, où c'est toujours la lutte entre le progrès et la réaction, le compromis représentait une des plusieurs choix contre la voie prédéfinie de l'histoire par la lutte des classes, et comme les autres résultait dans une catastrophe, parce que quand la dialectique dans l'histoire est dépassée l'étape où le compromis était stable, le dualisme s'effondrait, et la chute de la Hongrie, de l'État historique, était la conséquence naturelle d'une nouveau tourne dans l'histoire. Ainsi, le récit d'Oladar Mód servait très bien le régime Rákosi dans l'entreprise historique politique de s'intégrer comme régime staliniste dans la continuité historique hongroise comme les héritiers de Kossuth et la Révolution et pas comme les héritiers du compromis. Ce n'était qu'après une autre révolution, celle de 1966, 56, que János Kádár a dû réaliser, le récit indépendantiste est devenu inconfortable, encore une fois, à cause de son potentiel critique contre le nouveau ordre impérial, ceux de Moscou. Merci. Merci. Alors, merci à tous d'avoir été stoïques, d'avoir tenu pendant 2 heures dans la chaleur et en écoutant 5 interventions
d'historien. Il me reste à m'associer aux remerciements qui ont été déjà dits tout à l'heure, et notamment de remercier les deux associations, donc l'association des Amis de l'Institut hongrois et l'association des Autrichiens de Paris, qui ont fait en sorte que cette soirée puisse être réalisée. L'abondance de l'assistance, hein, vous êtes très 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 nombreux. Il y a toujours beaucoup de monde à l'Institut hongrois pour les soirées historiques, mais là, je dois dire que la mobilisation est absolument remarquable, et je trouve que c'est à mettre à l'actif des deux organisateurs, Wolfgang Schwarz et Antoinette Daridan, que je remercie beaucoup d'avoir eu cette initiative. Oui, voilà. Et donc maintenant, pour vous remettre de cette chaleur qui nous accable tous, vous êtes invités au rez-de-chaussée à partager avec nous un petit verre d'une boisson fraîche si possible, et nous pouvons à ce moment-là discuter entre nous et vous souhaiter une bonne soirée. Merci.